Alors on mélange les deux. On n'est pas très confiant par rapport à la qualité de l'eau. Les deux, mais plutôt bouteille. La qualité de l'eau, est-ce qu'elle est vraiment contrôlée? Bon. Eau du robinet, elle est bien traitée, elle a un goût correct. Eau du robinet. Les bouteilles en plastique, c'est vraiment pas écologique. Je sais pas. Il y a une station d'épuration. Des eaux traitées qui viennent des fleuves, de la Garonne quoi peut-être. Normalement, ça vient de la Garonne et ça a été traité par un service que gère la mairie. Au pifomètre Canal du Midi est plein de traitement des eaux avant qu'il arrive au robinet. Pas vraiment. Je connais pas le montant parce qu'il est déjà sur mon loyer. Il y a l'abonnement, l'assainissement, il y a plusieurs choses. Tout ce qui est circuit de eau, lorsqu'il y a des réparations à faire. La rente potable, toute la tuyauterie qui permet de l'acheminer jusqu'à la maison, des services de suivi, de comptabilité, etc. Bonjour à tous et très belle année 2024. Bienvenue dans Tempo, votre magazine de l'eau, en partenariat avec l'agence de l'eau Adour-Garonne. Et pour ce 5e numéro, gros plan aujourd'hui sur l'eau, celle que vous buvez tous les jours, l'eau potable. Et si ça ne coulait plus de source? L'eau potable, vous le savez, c'est une ressource précieuse et limitée. Sa préservation est donc essentielle. Pour en parler aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Sébastien Vincini. Bonjour, vous êtes président du conseil départemental de la Haute-Garonne, membre du comité de bassin Adour-Garonne et président de la commission programme, finances et évaluation et également président de Réseau 31. À vos côtés, bonjour, Lucille Grémy, vous êtes directrice des interventions et de l'expertise eau et milieu pour l'agence de l'eau Adour-Garonne, évidemment. Eh bien, je vous propose sans plus attendre d'ouvrir notre première rubrique sources et ressources. Et je chausse mes lunettes pour rappeler quand même que les conseils départementaux, c'est important, sont des acteurs essentiels de la politique de l'eau en France. Ils ont des compétences en matière d'eau, dans les domaines notamment de la gestion des milieux aquatiques, de la protection des ressources en eau, et puis de l'éducation à l'environnement. On y reviendra. En tant qu'élu et président de Réseau 31, Sébastien Vincini, à quoi est-ce que vous êtes confronté aujourd'hui en matière d'eau, concrètement ? Aujourd'hui, déjà, on est confronté à faire en sorte qu'il y ait de l'eau au robinet, oui, de qualité, et traiter les eaux qu'on évacue en tant qu'usager, quelle qu'elle soit. Bon, en gros, gérer les services de l'eau. Mais pas seulement. On doit aujourd'hui, une vraie préoccupation, c'est celle de faire en sorte que cette ressource, on puisse en avoir encore dans les temps à venir. Avec les conséquences du changement climatique, on voit que les mécanismes de sécheresse, de rareté de l'eau, y compris sous des latitudes comme en Occitanie ou en Nouvelle-Aquitaine, dans ce grand bassin Adour-Garonne, l'eau peut manquer. Et ça a été le cas sur l'été 2022, ça a été le cas sur l'été et l'automne 2023. Des communes se sont vues à devoir gérer des restrictions d'eau potable au robinet. On a dû citerner de l'eau et amener des bouteilles aux habitants. Ouais. Et là, c'est une préoccupation majeure d'aujourd'hui et on sait qu'on doit anticiper en fonction du changement climatique pour les années à venir. Si on ne prend pas des décisions aujourd'hui et si on n'agit pas, on sera en très grande difficulté pour les usages qu'on connaît aujourd'hui, l'industrie, l'agriculture, mais aussi nous-mêmes en tant que consommateurs, habitant simplement à Toulouse, parce qu'on sait que le climat et les températures vont changer, mais aussi pour accueillir des populations nouvelles. Et on sait qu'on est un bassin qui a un vrai défi. On accueille sur ce grand bassin Adour-Garonne 50 000 nouveaux arrivants par an. C'est ça. Donc il faut fournir de l'eau. Et elle n'est pas en abondance. On doit bien la gérer. Alors, on va voir une première infographie dans ce magazine. Lucille, on va l'expliquer très rapidement, mais c'était important de montrer le circuit de l'eau qu'on va voir à l'image tout de suite. Et puis, on l'a compris, les grands enjeux aujourd'hui, c'est quantité et qualité. Voilà, l'infographie, on la voit. Oui, alors ce qu'on peut voir là sur cette infographie, c'est qu'en effet, l'eau qui arrive au robinet de l'usager, elle est prélevée à partir de rivières, elle est prélevée dans des eaux souterraines ou elle est prélevée à partir de lacs, de barrages. Et il y a tout un processus qui permet de rendre cette eau prélevée et captée dans les milieux naturels par des traitements et qui permettent ensuite, après du stockage, de la distribuer au robinet. Donc il y a tout un petit circuit quand même. Un circuit, voilà, ouais, qui est assez simple, mais qui repose en fait sur une qualité du coup des ressources naturelles. C'est ça.
Donc les enjeux, quantité, qualité. Voilà, enjeu quantité et qualité. J'ai envie de commencer par la quantité, notamment par rapport à ce que disait le président Mancini. C'est vrai qu'on a vécu en 2022 et en 2023 en fait des images qu'on ne veut plus revoir, c'est-à-dire des tournées de camions-citernes ou des distributions de packs d'eau en fait aux habitants. Clairement, on a quand même 1300 communes, on le voit là sur l'écran, 1300 communes pendant plusieurs mois qui ont été affectés en fait par des problèmes de tension ou de rupture. Et quand on le rapporte en fait aux habitants des services, c'est pas neutre parce que c'est 1,8 million d'habitants qui sont concernés en fait, et sur le bassin Adour-Garonne, on est à peu près à 8 millions d'habitants, donc c'est vraiment important. Et quand on fait des simulations sur l'impact du changement climatique, qui va entraîner une variation en fait du régime des pluies, de l'alimentation des eaux souterraines, du débit des rivières, on peut arriver à un quasi doublement en fait de ces 1300 communes, arriver à plus de 2000 communes, et donc multiplier par 2 peut-être les habitants concernés par des ruptures ou des tensions, en qualité et en quantité. En parlant de qualité, on a entendu parler dans la presse récemment du phénomène des chlorothalonils. Expliquez-nous brièvement. Oui, alors le chlorothalonil, c'est un fongicide qui est utilisé en agriculture pour les céréales. C'est une molécule en fait qu'on ne recherchait pas avant. Aujourd'hui, on sait la chercher, on sait la mesurer. Et quand on la mesure, on la trouve. Et on trouve surtout son métabolite. Et souvent, d'ailleurs, on a entendu parler du métabolite de métolachlore, qui était un autre produit phytosanitaire utilisé en agriculture. Donc, ça montre quoi, en fait? Ça montre qu'on a des ressources stratégiques d'eau potable qui sont fragiles et qu'il faut protéger. Et que si on ne les protège pas et qu'on se retrouve avec des eaux qui sont contaminées par des nitrates, des produits phytosanitaires tels que le chlorothalonil, on peut arriver à des normes qui dépassent en fait les seuils de capacité pour produire de l'eau potable, et on peut affecter en fait des ressources stratégiques. Donc ça veut dire ou bien des coûts de traitement très élevés, augmentation de la facture d'eau, ou alors de la prévention, c'est-à-dire qu'on agit à la source et on évite en fait les pollutions en fait des ressources en eau. Alors, quelles sont aujourd'hui, Lucie, les grandes actions que mène l'Agence de l'eau Adour-Garonne pour répondre à ces enjeux? Alors, l'agence, elle est là aux côtés en fait, de tous les porteurs de projets. L'agence, c'est un programme de 260 millions d'euros par an en moyenne, en capacité de subventionner des projets. On a des équipes techniques, donc à la fois on fournit un accompagnement technique et puis un accompagnement financier. Et sur les problématiques qualité et quantité dont on a parlé, c'est en moyenne 75 millions d'euros par an qui peuvent être accordés à des porteurs de projets, des collectivités, mais aussi des agriculteurs, des industriels ou des associations, pour investir, étudier les difficultés et investir en fait sur des projets. Alors des usines de traitement, j'en ai parlé, mais surtout des plans d'action qui vont permettre de modifier les pratiques agricoles et qui vont permettre sur les aspects quantité de faire des économies d'eau. Vraiment, le mot-clé, c'est la sobriété des usages, la sobriété à tout niveau, c'est-à-dire les particuliers, mais aussi les collectivités dans les bâtiments publics, l'arrosage des espaces verts, par exemple. Et c'est tout un chacun qui peut faire, en fait, des efforts. On va revenir tout à l'heure sur l'aspect prix de l'eau, qui est important, évidemment. Mais, Président Mancini, ce patrimoine le réseau de l'eau, il date des années 50, c'est l'après-guerre, je crois. C'est quelques centaines de milliards d'euros qu'il faut entretenir. Qu'il faut entretenir et sur lequel, je dirais, les générations précédentes n'ont pas anticipé. Ouais. C'est exactement, on l'estime, la valeur de ce patrimoine. C'est les réseaux, les tuyaux d'eau qui nous acheminent l'eau potable depuis les usines jusqu'à notre robinet. C'est à peu près 214 milliards d'euros. Ça représente cela en valeur aujourd'hui. Les politiques nationales de l'eau ne sont pas à cette hauteur. On ne pourrait pas dire on remplace tous les réseaux. Déjà, on n'aurait pas la capacité de le faire en termes de main-d'œuvre et d'entreprises pour intervenir, mais on n'a pas la capacité aujourd'hui financière de pouvoir renouveler. Or, pour longtemps, c'est vraiment un enjeu. On entend souvent parler de ces fameuses fuites dans les réseaux. C'est un vrai problème. On parle de taux de rendement des réseaux. Parfois, il y a des communes qui gèrent seules leur patrimoine, il n'y a que 20 à 25% de rendement. Vous vous rendez compte? Pour 1 litre d'eau, il y a juste un verre d'eau qui arrive au robinet. Tout le reste part. Alors, il part dans la nature. Ce n'est pas dans le grand cycle de l'eau. C'est ça ce que vous voulez dire. L'eau ne s'évapore pas. Mais par contre, ça crée des tensions. C'est-à-dire que quand il n'y a pas beaucoup d'eau dans la rivière, si on en prélève une certaine quantité
et qu'il nous en faudrait beaucoup moins, c'est une très mauvaise gestion. Et c'est là où il faut qu'on améliore les rendements. Donc tout l'enjeu maintenant est d'améliorer la gouvernance, faire en sorte qu'on ne gère pas son eau simplement à l'échelle de sa commune. Il n'y a que 30% des communes qui sont regroupées. On a besoin de ce qu'on appelle interconnecter, travailler ensemble à des plus grands périmètres, parce que l'eau, on n'a pas de frontières administratives, et pour permettre aussi d'améliorer notre capacité d'investissement. Et puis, il y a aussi travailler à faire comprendre aux gens qu'on ne paye pas le juste prix de l'eau. Alors justement, qu'est-ce qu'on paye quand on règle sa facture d'eau? Là encore, je crois qu'on va avoir une infographie. Qu'est-ce qu'il y a dans la facture? Qu'est-ce qu'on paye? On paye simplement le coût de l'eau en lui-même, c'est le coût de production, voilà, le coût d'acheminement de l'eau, et ensuite ce qu'on appelle des taxes sur l'eau, des redevances sur l'eau, qui permettent à nous, à l'Agence de l'eau, par ce prélèvement, de contribuer à la préservation de la ressource en eau, en investissant, en aidant les services publics de l'eau à moderniser leur équipement, à construire des nouvelles unités de traitement ou de production, mais aussi pour préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques dans son ensemble. Préserver les zones humides, améliorer le stockage de l'eau, bref, travailler sur la ressource dans son ensemble. Est-ce qu'on peut dire, pardon, je vous coupe, Président, mais Lucille, est-ce qu'on peut dire que ce patrimoine est fragile? Oui, en quelques mots. Oui, puis on peut entendre par patrimoine deux choses. Le patrimoine de la ressource en eau et du milieu naturel, qui est par définition fragile et qui va se fragiliser avec le changement climatique. Et puis le patrimoine des infrastructures, c'est tout ce qui permet le traitement et l'acheminement de l'eau. Et c'est vrai qu'il va falloir investir dans les années futures pour traiter les polluants de demain, pour prévenir et préserver les ressources en eau et aussi pour renouveler en fait ces infrastructures qui peuvent être vieillissantes en fait dans certaines communes. Merci beaucoup. On va passer tout de suite à la deuxième rubrique de ce magazine, l'eau et vous en Occitanie. Gros plan sur les initiatives du territoire et les actions préventives pour l'eau avec l'exemple du PAT, le plan d'action territorial du Cap-Blanc, qui vise à protéger les aires de captage d'eau pour préserver la qualité de l'eau potable. On regarde ce sujet, on se retrouve tout de suite après. Avant 2012, des dépassements de seuil en nitrate et la présence de produits phytosanitaires démontraient une pollution diffuse dans la nappe phréatique à l'Avelanet de Comminges. Protéger les aires de captage d'eau était nécessaire pour sécuriser l'alimentation en eau potable. Sur le site sur lequel nous nous trouvons aujourd'hui, a été mis en place un plan d'action territoriale qui couvre une superficie de 75 hectares. Le syndicat a déjà fait l'acquisition de 20 hectares avec une aide notamment de l'Agence de l'eau, pour pouvoir travailler, notamment en collaboration avec les exploitants agricoles. Des baux environnementaux sont signés avec les agriculteurs pour qu'ils exploitent les terres, c'est-à-dire avec une activité qui ne générera pas de nitrates ou de pesticides. Le rôle de l'animateur est justement de sensibiliser tous les acteurs sur le territoire pour arriver à protéger ce captage et faire en sorte que les intrants, toutes les pollutions diffuses ne se retrouvent pas dans l'eau potable et contaminent l'eau potable qui est distribuée à la population. La station d'eau de Cap-Blanc alimente 10 000 habitants dans 5 communes, prioritaires pour sa vulnérabilité face aux pollutions diffuses. La zone de protection majoritairement agricole couvre plus de 740 hectares avec une quinzaine d'exploitants en polyculture élevage. Les plans territoriaux que nous soutenons sont tous engagés dans la préservation de la ressource sur le long terme. Au-delà d'apporter du financement qui est incitatif la plupart du temps, c'est bien de faire en sorte que les différentes personnes se rencontrent et parlent. L'Agence de l'eau travaille en synergie avec les services de l'État, ARS et DDT, sur tous les projets relatifs à la protection de la ressource en eau potable et sur le traitement de la qualité de l'eau sur le territoire. Des mesures de protection sont mises en place. Donc, au niveau des périmètres de protection des captages, certaines activités sont limitées, voire interdites, pour améliorer la qualité de l'eau captée. Des mesures curatives peuvent être mises en œuvre, donc des traitements, pour rendre l'eau potable et qu'elle puisse être consommée en toute sécurité. Et on accueille Pauline Rouy. Bonjour, vous êtes chargée d'intervention à l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Que vous inspire ce reportage qu'on vient de voir, Pauline ? Alors, ce reportage met l'accent donc, sur la protection de la ressource en eau, sur le fait que, qu'il est préférable finalement de limiter la contamination, même de l'empêcher
au départ, plutôt que d'avoir après à traiter l'eau, à la dépolluer ensuite. Alors, il existe un tas de traitements possibles, des très pointus, des membranes, des charbons actifs, mais finalement c'est des traitements assez complexes, coûteux en énergie, en réactif. Et donc ce que je retiens, c'est voilà, ce que ça inspire, c'est vraiment qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Oui. Éventuellement, c'est mieux. Justement, on vous a posé la question dans la rue à vous, qui regardez le Mac de l'eau Tempo. Si vous êtes sensible à la qualité de l'eau que vous consommez, on écoute vos réponses tout de suite. Votre réponse. Oui, bien sûr, la qualité de l'eau est importante, puisqu'on ne peut pas s'en passer. On n'est pas spécialement regardant sur ça. On fait attention à son odeur, à son goût. Fais attention quand même, surtout aux nitrites. Pas tellement, non. Tant que j'ai de l'eau, moi, je suis heureux. Et vous, Président, vous êtes sensible à la qualité de l'eau que vous consommez ? Moi, depuis toujours. Ouais. Ça a été d'abord mes études, j'ai travaillé dans ce domaine-là, et puis je suis un élu passionné par cette question, passionné parce que je considère que ça fait partie des enjeux d'aujourd'hui et des enjeux où on doit agir et prendre des décisions maintenant, parce que dans 10 ans après, il sera trop tard pour agir. Et ça sera beaucoup plus coûteux d'un point de vue humain et d'un point de vue financier. Nos concitoyens, c'est à peu près 7 Français sur 10 qui sont confiants dans la qualité de l'eau, selon une enquête récente. Mais il y en a aussi 7 sur 10 qui se disent inquiets sur la vulnérabilité de cette ressource. Et ça, c'est des chiffres qui sont exponentiels. Il y a encore quelques années, la question de l'eau, vous savez, on ouvre le robinet, un peu comme on appuie sur un interrupteur. Ouais. Il y a de l'électricité, il y a de l'eau quand on ouvre le robinet. Aujourd'hui, on se la pose. On se la pose parce que déjà, il y a de la vulgarisation scientifique, il y a de plus en plus de recherches, des publications qui sont faites, parfois d'ailleurs à mauvais escient et qui peut affoler les consommateurs. Mais donc on a des informations, mais il y a aussi cette prise de conscience de cette rareté. Et au fond, les gens commencent à s'intéresser. Qu'est-ce qu'on boit, d'où elle vient, combien ça coûte réellement et qu'est-ce qu'il faut faire pour faire en sorte qu'on en ait encore demain. Ce qu'il faut savoir, c'est que la qualité, la vulnérabilité de la ressource va être d'autant plus importante que la ressource va devenir rare. Et évidemment, c'est quelque chose de scientifique, facile à comprendre. Moins il y a d'eau dans les rivières, moins il y a de dilution des pollutions potentielles. Et malheureusement, les pollutions, elles ne s'effacent pas avec le temps. Elles persistent dans les sols. Elles peuvent persister dans des ouvrages. Donc la question aujourd'hui de prévenir toute pollution nouvelle est essentielle, d'où les démarches, comme on vient de voir, de PAT, en gros protéger sur le périmètre de captage, l'aire d'influence de ce qu'on va pomper après pour l'eau au robinet est nécessaire, mais pas seulement aussi, dans nos gestes de quotidien. Jeter de la peinture dans des toilettes ou dans un lavabo, c'est vraiment pas pertinent. Verser une huile de vidange dans la rigole pour que ça aille après dans un cours d'eau, c'est vraiment plus des gestes à faire. On le voit encore aujourd'hui quand on est gestionnaire de services publics, des gestes qui ne sont pas appropriés. Allez, on enchaîne avec notre troisième rubrique, l'eau et vous en Nouvelle-Aquitaine. Gros plan à présent sur la gestion équilibrée des nappes profondes pour l'eau potable avec le SMEGREG à Bordeaux. On regarde ce sujet et on se retrouve tout de suite après pour en parler. La Gironde bénéficie de différentes sources d'eau. Cependant, l'essentiel de l'eau potable provient des nappes souterraines. La nappe profonde de l'Éocène est particulièrement sollicitée pour l'alimentation en eau potable. Surexploitée, elle est en déficit depuis de nombreuses années. L'objectif est donc de diminuer les prélèvements de 20 millions de mètres cubes par an. Dans ce type de nappe profonde, on ne peut pas imaginer que les pluies de l'année viennent compenser les prélèvements de l'année précédente. Cette compensation ne peut se concevoir que sur plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. La difficulté, c'est qu'on gère au quotidien un déséquilibre et qu'il faut anticiper les problèmes qui pourraient survenir dans le futur. On s'inquiète beaucoup de voir la demande en eau potable augmenter sous l'effet du changement climatique. L'objectif du SMEGREG est d'assurer la gestion équilibrée des nappes profondes en recherchant des ressources alternatives et en favorisant l'économie de l'eau. En matière de substitution de ressources, on peut évoquer les projets menés par certains syndicats. La première des ressources que nous souhaitons mettre en place est le champ captant des Landes du Médoc. Ce champ captant consiste à aller prélever 10 millions de mètres cubes à 20 km à l'ouest de l'agglomération de Bordeaux. Ce projet permettra d'alimenter entre 900 000 et 1 million d'habitants. Des solutions locales de substitution de plus petite envergure ont déjà été mises en place par les collectivités et les industriels.
Historiquement, les industriels, en particulier sur la presqu'île d'Ambès, utilisaient de l'eau issue de nappes profondes. Au début des années 2000 a été mise en place une solution qui consiste à aller prélever de l'eau en Garonne, de la traiter et de la délivrer à ces industriels pour qu'ils puissent substituer cette eau à leur prélèvement et ainsi soulager la nappe de l'Éocène. Économiser et explorer des sources alternatives sont deux mesures qui, une fois combinées, pourront garantir la préservation de nos ressources en eau. Pauline, sur le manque d'eau au milieu rural, c'est une réalité. Qu'est-ce qu'on peut en dire en quelques mots? Oui, tout à fait. Alors, nous avons un exemple sur le Cosméjean en Lozère. Vous en avez certainement entendu parler. Oui. Des camions, des rotations de camions citernes tout l'été 2022, tous les jours. Et à ce niveau, le service de l'eau de la communauté de communes Gorges-Cosses-Cévennes a travaillé sur deux axes. D'abord un axe d'économie et de sobriété et un deuxième axe avec une expérimentation avec les agriculteurs de ce territoire, puisqu'en fait la moitié des volumes consommés le sont pour de l'abreuvement du bétail. Et il est prévu de récupérer de l'eau sur des toitures de bâtiments agricoles pour subvenir à l'abreuvement de ces 20 000 bêtes avec 60 exploitations agricoles concernées. Justement, on vous a posé la question à vous aussi dans la rue de savoir si vous pensez possible un jour une rupture d'eau. On vous écoute. Oui, totalement. Toutes les nappes qui sont en train de s'assécher. On s'y prépare, c'est pour ça des fois qu'on se fait des stocks. Coupure, je sais pas, mais en tout cas des restrictions, une façon de l'utiliser plus contraignante. Président, une rupture d'eau, ça peut arriver un jour? C'est pas de la science-fiction. Ouais, c'est Vous ça. savez, 2022, 2023, on a dû gérer sur le bassin de la Garonne. Et là, je vais faire un zoom sur la région toulousaine. Si on n'avait pas des échanges avec les grands barrages EDF, ceux qui fabriquent l'hydroélectricité, si on n'achetait pas de l'eau à EDF, il n'y aurait plus dans la Garonne. Et donc les usines qui desservent tout le territoire du Lauragais ou toute Toulouse métropole pouvaient avoir une interruption. C'est-à-dire quand à Portée-sur-Garonne, vous voyez que l'eau est très basse, ça met en péril la production d'eau potable. Donc c'est pas de la science-fiction. En fait, la sécurisation en alimentation en eau potable, c'est la priorité aujourd'hui des élus qui s'engagent sur cette question. Et pour ça, il faut mieux gérer la ressource déjà existante, anticiper les changements, donc changer nos pratiques, travailler sur les économies d'eau que l'on peut faire dans nos usages aujourd'hui, mais ça ne suffira pas. Il va falloir valoriser les ressources qui sont disponibles. On ne va pas devenir le Sahel. Ça ne va pas devenir ici le Sahara. Il y aura encore de l'eau qui tombera. Mais ça veut dire qu'il faut mieux la stocker là où elle est stockable, mieux gérer nos réseaux, donc investir dans les réseaux, etc., faire en sorte qu'il n'y ait pas de fuite ou de gaspillage. Et puis ensuite, nous adapter aussi dans notre quotidien. Aujourd'hui, on utilise beaucoup trop d'eau au regard de sa disponibilité. Et de sa rareté. Et de son côté très précieux, évidemment. Allez, on enchaîne avec la rubrique en toute transparence. Voilà, et Tempo, c'est votre magazine de l'eau. Donc n'hésitez pas à adresser nous toutes vos questions. On prendra le temps d'y répondre à l'adresse tempo@au-grandsudouest.fr. Et cette semaine, on va prendre la question d'un Toulousain en bord de Garonne, justement. On l'écoute. Est-ce qu'on pourrait améliorer la sensibilisation des plus jeunes sur la consommation de l'eau, sur sa qualité aussi, quoi. Sensibiliser les jeunes sur l'eau, c'est une des missions du conseil départemental et également de l'agence de l'eau à Dour-Garonne. Pauline, je crois qu'il y a un appel à projet qui est lancé. Tout à fait, il y a un appel à projet EDUCO qui a permis de former 350 000 personnes destinées aux scolaires. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment de monter en puissance sur cette sensibilisation afin de communiquer et de sensibiliser les plus jeunes. Et en fait, chaque fois, une génération, finalement, va être sensibilisée avec à peu près 120 000 personnes jeunes sensibilisées par an. Dans les prochaines années. Et donc une des missions du conseil départemental aussi. Également, on sensibilise essentiellement, nous, les collégiens. Mais je ne suis pas tellement inquiet, finalement, sur les futures générations. Elles vont nous sauver. Moi, c'est plus sur ceux qui, aujourd'hui, consomment, sur les adultes. Comment les sensibiliser? Quand je sais qu'aujourd'hui, on dépense 10 fois plus d'argent pour un smartphone, pour des connexions sur des chaînes numériques, par rapport à sa facture d'eau, je me dis, on est encore loin de faire comprendre qu'on ne paie pas le juste prix et que c'est une ressource qui ne sera plus abondante.
Il nous reste 20 secondes, Président Vincini. Un petit mot sur la loi NOTRe quand même. On ne peut pas ne pas évoquer cela aujourd'hui. La loi NOTRe, c'est juste une question d'organisation, de comment on gère l'eau. Il n'y a que 30%, je le disais tout à l'heure, de communes qui gèrent l'eau pour leurs habitants, qui sont regroupées. Ça veut dire qu'il y a 70% qui gèrent seuls, à l'échelle de la commune. Mais ça veut dire quoi, gérer seul? C'est pas simplement celui qui prend la décision, c'est pas que le maire ou le président de la communauté de communes. Ça veut dire que les réseaux sont pas connectés, que les ouvrages sont pas mis en commun. Et pourtant, on prélève dans la même rivière. Pour mieux gérer, pour mieux approvisionner, pour mieux traiter la ressource, il faut mutualiser. Donc mutualiser, c'est vraiment aujourd'hui le maître mot dans lequel on va pousser l'ensemble des élus de notre territoire à s'engager très rapidement. Et la loi vient un peu pour pousser d'ici 2026 en rendant les choses un peu obligatoires. Merci à tous les deux de m'avoir accompagné sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis dans votre magazine Tempo. Dans le prochain magazine Tempo, nous parlerons industrie et innovation pour se préparer à demain. À très bientôt. Prenez soin de vous.